Bonjour et bienvenue sur Canal+ Cinéma dans la grande interview de Michel Blanc. Il tourne actuellement Muséo Musée-Bas de Jean-Michel Ribes. Visite guidée maintenant. Veste coquelicot, mocassin vernis, moumoute blonde et petites lunettes rondes. Il est le conservateur du Muséo Musée-Bas de Jean-Michel Ribes, le personnage principal de cette comédie loufoque. Michel Blanc, bonjour. Bonjour. Alors, dans Muséo Musée-Bas, vous interprétez un personnage central, le conservateur Mosque, moumoute blonde et petites lunettes cerclées. Ça a été facile de rentrer dans sa veste coquelicot et ses mocassins vernis. Voilà, vous voyez, les oui, là vous êtes en vernis, botte, mais... ça se dégrade. Non, honnêtement, parce que on a fait une lecture avec Jean-Michel avant l'été, là. Et parce que vous dites que c'est un personnage qui est très loin de vous. Ah oui, bah oui. Mais de toute façon, moi, les seuls personnages qui m'intéressent sont ceux qui sont loin de moi. Et depuis quelque temps, je ne fais pas de personnages proches de moi. J'en suis ravi. Non, la difficulté, c'est que c'est très écrit. C'est très assez cérébral. Hein. On n'a pas de. C'est plus facile pour moi de m'appuyer sur des sentiments. Bon, dans Je vous trouve très beau, c'était que des sentiments. Isabelle Mergo. Voilà, Isabelle Mergo. C'était que des sentiments. Alors, voilà, on cherche la naissance du sentiment. On regarde sa partenaire qui en plus était formidable. Et puis ça vient et on sait comment travailler. Là, c'est un personnage de l'esprit. C'est un personnage cérébral. Totalement cérébral et puis qui sort de l'esprit de Jean-Michel. Donc pour moi, c'était un pari. C'était Jean-Michel va me le faire trouver. Parce que comme ça, tout seul, je me disais mais dans quelle direction, comment, jusqu'où on peut aller, voilà. Mais je me suis beaucoup amusé. Je peux dire je me suis beaucoup amusé parce que là c'est le dernier jour de tournage pour moi sur ce film. Donc vous n'avez pas hésité avant d'endosser la défroque de ce personnage, mais en même temps je sais que vous continuez à douter aujourd'hui encore de vos possibilités d'acteur. Oui, mais ça j'espère que ça durera jusqu'à la fin. Un type qui doute pas, il a quand même toutes les armes pour devenir un vrai con. Oui. Non, mais il y a des acteurs qui sont plus ou moins en confiance avec leur art, qui ont plus ou moins de confiance en leur... Je ne me trouve pas à chier, mais je sais que je pourrais l'être si je partais dans une aventure à laquelle je ne comprenne rien, dans laquelle je me sente mal à l'aise, voilà. Alors je pense que je joue mieux la comédie que je ne la jouais à mes débuts. Je pense que je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire à mes débuts, mais heureusement pour moi, chaque fois que je lis un scénario, et c'est même un des critères maintenant, j'ai peur de ne pas y arriver. Un scénario que je lis en me disant ça, je suis sûr que je vais le faire, généralement c'est un scénario que je refuse, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu, que je l'ai déjà fait. C'est petit bras, quoi. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, quand vous écrivez du sur-mesure, c'est toujours des rôles limités, fondés sur un ressort névrotique très simple? Oui. J'ai pas confiance en moi. Quand j'écris pour un acteur en qui j'ai pas confiance. C'est fou, ça. Oui, et je déteste le faire. Et je n'aime pas être sur un plateau et me diriger moi et les personnes. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu cette sensation de. J'ai fait. Alors pourquoi On pourrait se dire, t'as qu'à pas le faire. Pourquoi je l'ai fait la dernière fois dans Embrassez qui vous voudrez? Parce que je n'avais pas joué depuis 7 ans. Je n'avais pas joué la comédie depuis 7 ans. J'avais mis en scène des films. Mais je sentais bien que dans la profession, on commençait à me dire, et dans le métro, on commençait à me dire, alors vous ne voulez plus le faire. Vous n'avez plus envie de jouer. Ce qui n'était vraiment pas le cas. Donc je me suis dit, si je ne donne pas un signe qui prouve que j'ai encore envie de jouer la comédie, bon, alors donc j'ai pris le personnage le moins important de la distribution, un personnage qui était plus accessible parce que sur une seule... Voilà, il n'y avait pas de grande subtilité à avoir. C'est un jaloux maladif. Ça, une jaloux, seule note, on l'a tous été. Alors, il suffit de pousser un peu, et puis voilà. C'est sur une seule note. Pourtant, vous affichez une très très belle brochette de réalisateurs avec palmarès. On ne va pas tous les citer, mais entre autres, Blier, Lecomte, Chabrol, Tavernier, Mocky, Téchiné, Miller, Corneau, Altman, Greenaway, Polanski. Ah oui, mais ça, je dis pas que j'aime pas tourner avec les autres. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que, à force d'être désiré et réclamé par les autres réalisateurs, ça ne vous réassure pas. Si, non mais attendez, quand je dis que j'ai davantage de doutes quand je suis le metteur en scène et l'acteur. Parce que c'est un truc qui se fait à deux. C'est de la musique de chambre, hein. Enfin c'est un duo en tout cas. Ça se fait à deux. C'est-à-dire que si vous n'avez pas quelqu'un, vous amenez quelque chose, il y a un regard extérieur qui vous fait trouver l'étape supérieure, c'est ça qui est bien. On construit comme ça. S'il n'y a pas la deuxième couche, vous en restez à la couche de base. Alors des fois, c'est
carton plein dedans. Des fois, vous avez le truc qui vous vient et c'est ça, et c'est énorme. Mais c'est pas tout le temps le cas. Par exemple, là, sans arrêt, Jean-Michel vient me dire, là, il y a ça, il y a ça. Ah oui, t'as raison, t'as raison. Des trucs auxquels j'ai pas forcément pensé tout de suite. Ça veut pas dire que je suis faux avant qu'il ne me dirige. Ça veut dire que je suis juste, mais pas forcément très percutant parce que j'ai pas parce qu'il y avait quelque chose que j'avais pas vu, que j'avais ah oui, c'est mieux comme ça, voilà. Oui. Moi, de toute façon, c'est comme ça que le métier d'acteur m'intéresse. En même temps, vous dites que c'est la réalisation qui vous a redonné le goût du jeu, comme si à un moment donné, vous aviez perdu l'envie de ce métier, en tout cas l'envie de jouer, c'est exact? C'est vrai qu'à un moment, je me suis posé des questions, je me suis demandé si j'aimais encore ça. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je sortais d'expériences qui n'étaient pas bouleversante, Ouais. et que j'étais resté sur une impression où, comme je sentais intérieurement que ce que je faisais me passionnait pas, j'y allais un petit peu comme hélas beaucoup de gens vont sur leur travail, c'est-à-dire sans enthousiasme. Parce qu'il faut le faire, et je me suis dit, c'est pas pour ça que tu as fait ce métier, et donc arrête si ça ne te stimule pas plus que ça. Donc voilà, il y a eu le fait d'avoir joué des choses qui ne m'emballait pas, et ensuite d'avoir joué avec comme metteur en scène moi. Ouais. Et comme je ne prends pas de plaisir à être sur un plateau quand je suis le metteur en scène et l'acteur, j'en avais fini par me demander si j'aimais, le problème n'était pas simplement que ça m'amusait plus d'être acteur. Et en fait non, ça m'amuse pas d'être acteur dirigé par moi. Voilà. Partez! Monsieur Mosque! Monsieur Mosque! Le Louvre, on a joint le Louvre. Il répond pas. La tête galerie. Le Prado. Le Guggenheim. Les offices. Silence total. Vous associez la mise en scène à la direction d'un philharmonique. Est-ce que Jean-Michel Ribes est un bon directeur, un bon chef d'orchestre? Est-ce qu'il a l'oreille absolue? Il a un sens, en tout cas, et du tempo, et de la mesure, et du rythme, assez formidable. Parce que souvent, les metteurs en scène sont des gens qui ont une vision très juste des sentiments, très juste de la mise en place, un œil. Mais en matière de comédie, vraiment, on travaille... Mais c'est au-delà du dixième de seconde. Près, hein. Bon. Ouais. Et ça, c'est un truc qui me fascine chez lui et que j'adore, c'est que le moindre petit ralentissement ou petit temps qui n'est pas juste, il le débusque immédiatement, et c'est vrai que c'est formidable, ça. Il a le sens du rythme. Est-ce qu'il y a du Francis Weber dans... J'ai jamais travaillé avec Francis Weber, donc je ne peux pas faire de comparaison entre... Enfin si, j'ai travaillé une fois, mais sur une journée comme ça, un petit rôle. Mais il est réputé pour avoir une précision, une exactitude dans le rythme. C'est pas le même genre d'exactitude. Francis Weber, c'est une exigence sur même la... D'après ce que j'ai cru comprendre et la manière dont il m'avait dirigé moi, c'est extrêmement directif, c'est-à-dire que ça vous laisse pas pas grande part de liberté. Ouais. Jean-Michel, si, mais simplement c'est une part de liberté encadrée et dirigée, quoi, Ouais. une mise en scène. Ouais. Je suis plus à l'aise, honnêtement. C'est une question de tempérament. J'ai des camarades qui sont comme des poissons dans l'eau, avec une direction telle que Francis Weber peut la donner. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec Jean-Michel. Donc, vous arrivez un peu fatigué. Venez, madame, partez. Là, elle dit, oh, bonjour, madame. Toi, tu la lâches parce que tu en profites. Et tu viens t'asseoir là. Tu viens t'asseoir là, tu le rejoins. Là, le conservateur arrive tout de suite. Dès qu'elle est assise, D'accord, dès que Isabelle est assise, Michel rentre. Là, c'est formidable, hein. Formidable. Jean-Michel, vous le connaissez depuis très longtemps, pour avoir participé à ces fictions Merci Bernard et Palace. Est-ce que c'est rassurant, avant de se jeter dans un film, de partager comme ça un tel compagnonnage? Mais ce qui est très étrange, c'est qu'il y a des années qu'on n'a pas travaillé ensemble. Donc on ne sait pas ce que les gens sont devenus, ni d'un côté ni de l'autre. Ouais. Donc on ne sait pas si l'acteur est devenu un mec indirigeable parce qu'il pense qu'il sait tout et qu'il n'accepte aucune indication, si le metteur en scène a pété les plombs et que c'est un dictateur sur le plateau. Donc forcément, quand on se retrouve, il y a cette première journée où chacun se dit comment il va être, qu'est-ce qu'il est devenu. Ouais. Vous êtes reniflé? Je ne sais pas si on s'est reniflé, mais moi, personnellement, j'attendais vraiment avec impatience les premières... J'y allais comme on palpe l'eau un peu avant de plonger.
Et j'ai trouvé que Jean-Michel était allé dans le bon sens. Et je ne dis pas ça parce qu'on fait une interview, je ne le dirai pas de n'importe qui. Je trouve que Jean-Michel comment dire, c'était déjà quelqu'un qui avait le sens de la comédie, mais il n'avait pas cette maîtrise. Je pense que ça, il l'a acquise au théâtre, il l'a acquise par tout ce qu'il a fait depuis. Puis c'est un auteur, il écrit de mieux en mieux aussi. Ça, vous avez un point commun avec Jean-Michel Ribes, c'est l'irrévérence salutaire. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que en ces temps et ces périodes archi-ultra politiquement correctes, ça ne vous rend pas asthmatique, l'époque ? C'est pas ce que je préfère, oui, dans cette époque. Je ne déteste pas mon époque, mais c'est sûr que les montées de toutes... C'est une forme d'intolérance, hein, le politiquement correct. C'est un manque d'imagination, c'est un jésuitisme, c'est tout ça. Effectivement, c'est pas ce que je préfère de mon époque. Et je trouve que il est très, très difficile de se battre contre ça. C'est très difficile. D'abord parce que c'est très répandu qu'il y a un camp adverse qui est très solide. Et ensuite parce que c'est parfois mal compris d'un public qui n'a pas d'a priori, mais qui pourrait penser que vous faites de la provoque pour la provoque. Et la provocation, pour la provocation, c'est pas intéressant. Mais par contre, par exemple, un film comme Tenue de soirée... Ou Les Valseuses Ou Les Valseuses, mais enfin, comme j'étais concerné plus par une soirée de je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça serait peut-être beaucoup plus difficile à monter, que les affiches, certaines affiches qu'on a pu voir dans le passé seraient très mal interprétées. Comme celle de Mauvaise Passe en 99, où on oui, voyait mais Dany Breteuil entre les jambes d'une femme. Celle de Mauvaise Passe a été effectivement très mal accueillie. Je dois reconnaître que c'est pas non plus une affiche qui m'emballait totalement. On ne va pas refaire l'histoire, mais il se trouve que l'affiche que je suggérais, ainsi que le titre au producteur, au distributeur, était violemment repoussée par les deux, que évidemment, plus on avançait, moins il y avait d'affiches, et que un jour, Claude Berry, en regardant la bande-annonce, a arrêté sur l'image, parce que c'est dans le film, et a dit, c'est ça l'affiche. Et vous savez, quand vous êtes à 3 mois de la sortie, qu'on vous demande le bon à tirer de l'affiche pour 8 jours, pour les 8 jours suivants, il y a un moment où vous êtes usé parce que vous avez fait 1 an et demi de travail acharné et vous dites si tu veux, fais-le. Et puis après, on se dit c'était une connerie. Mais de fait, elle a le mérite d'exister. C'était une connerie, non pas parce qu'elle était politiquement incorrecte, ça me plairait beaucoup, mais parce qu'elle ne ressemblait pas au film. Voilà. Mais est-ce que c'est une affiche qu'on pourrait voir aujourd'hui dans les rues de Paris, en France ? Déjà à l'époque, je me suis fait engueuler par une bonne femme et par des mecs. Tu te fais insulter. C'est pas spécialement une réaction hostile des femmes, des hommes aussi. Ah oui, pas insulter, mais pourquoi vous faites ça ? Vraiment, bravo, c'est d'une grande vulgarité. Donc je pense que ça devait appuyer sur quelque chose de particulièrement pas... de tabou. Bon, ça, on va pas s'étendre là-dessus, mais voilà, c'est un tabou certainement plus fort que je ne le soupçonnais. Venons-en à votre personnage de Jean-Claude Duss, qui vous a très longtemps collé au basket. Est-ce que vous diriez que ce personnage, ça a été à la fois une chance et à la fois un fardeau, qui vous a fermé des portes ? Alors, ça a été une chance, ça l'est toujours, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est toujours grâce à Jean-Claude Duss. Et d'ailleurs, si j'ai rencontré Jean-Michel Ribes, c'était à l'époque où je baignais dans Jean-Claude Duss. Donc Jean-Claude Duss des bronzés, pour les moins de 20 ans. Mais ils achètent quand même les DVD, les moins de 20 ans. Pour les moins de 10 ans, alors. Donc ça a été au départ une énorme chance et je continue à penser. Si c'était à refaire, je signerais dès demain de faire Jean-Claude. Mais il y a eu une période, c'est la deuxième partie de votre question, il y a eu une période où effectivement tous ces metteurs en scène que vous avez cités, qui avaient fait appel à moi avant les ravages de Duss, m'ont plus appelé. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas travaillé pendant 7 ans ? Ah non, ça c'est bien après. Non, ça c'est... cette période-là, elle va des Bronzés 2, 79, jusqu'à ce que un garçon très politiquement incorrect ait les couilles de m'appeler, en l'occurrence Bertrand Blier, pour me faire le personnage de Tenue de soirée. Ça a donc duré 86, 7 ans. Oui, parce que vous parlez d'une période où ça a été vraiment une malédiction. Vous utilisez ce mot-là, ce sujet. Enfin, une malédiction. C'est votre mot. C'est Bertrand Blier qui a levé cette malédiction. Oui, mais une malédiction dans le sens... c'était pas à pleurer, c'est dans le sens magique
magique, on vous achetait un sort, ouais. c'est-à-dire que d'un seul coup, vous êtes passé dans la caste des intouchables. Ouais. Et ça, c'est vrai, je l'ai vécu comme ça. Je me disais, mais pourquoi moi, je continue à aimer leur cinéma, pourquoi ils m'ont fait travailler, ils ne m'ont pas dit que j'étais à chier, pourquoi est-ce que j'ai plus de propositions de leur part? Je pense que c'est pas seulement, je peux pas leur en vouloir et dire oh, quel manque d'imagination vous aviez. Je conçois très très bien que quand il y a un truc aussi marquant, on puisse se dire oui, mais dans le personnage, il faudrait pas que les gens ricanent quand il arrive au début en pensant qu'il va nous faire j'ai une ouverture. Ouais. Donc je le comprends aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Enfin, il y a un moment, il a fallu que je décide de refuser des trucs qui m'auraient certainement rapporté de l'argent, mais qui m'aurait encore plus empêché. Et voilà. Et donc il y a eu 2 ans où j'ai très peu travaillé entre après Marche à l'ombre. C'est ces 2 années-là, entre Marche à l'ombre, 84 et Tenue de soirée, dans ces 2 années-là. Les Bronzés ont drainé, les Bronzés 3 ont drainé 10 millions de personnes dans les salles. Et pourtant, ça vous a définitivement vacciné des grosses machines à 35 millions d'euros. C'est pas le tournage des Bronzés ni l'écriture, c'est la partie après, quand on est avec vous. Ouais. C'est la promo ? Ah oui, c'est éreintant ? Oui, parce que c'était, d'un seul coup, c'était un truc qui nous échappait, qui n'était pas du tout voilà, moi si j'avais vraiment... Autant je referais demain le film, autant je réécrirais demain le scénario avec mes camarades, autant la partie promo, ça nous a totalement échappé. Et à chaque fois que je disais on va pas faire ça, on me répondait attends, à la Warner à mi-temps, machin à mi-temps. Et donc on se disait bah bon, alors où je passe pour un salopard qui a accepté que ces gens, parce que les gens se sont battus, hein. Canal s'est battu pour être dedans, enfin tout le monde voulait y être, il fallait presque dire regardez votre argent. Mais vous dites néanmoins que pour 35 millions d'euros, il y a beaucoup de couleuvres à avaler. Oui, bien sûr, c'est ça les couleuvres. C'est la promo. Là, je me suis retrouvé, sans le savoir et sans qu'on m'ait demandé mon avis, je me suis retrouvé placardé sur 2000 affiches à Paris, entre des gens envers qui je n'ai aucune... Enfin, on aurait pu me demander pour faire de la pub pour RTL, parce qu'il y avait un accord, machin. Bon, on m'aurait demandé avant, j'aurais dit oui, j'aurais dit non, mais on me l'aurait demandé. Là, on m'a dit, ah, bah, tu vas voir, la semaine prochaine, il y a 2000 affiches. Donc pas de Bronzé 4 ? Ah, moi, je ne ferai pas de Bronzé 4, pas pour ces raisons-là uniquement, parce que j'ai l'impression que ce qui était formidable, c'était pour nous d'imaginer ce que ces gens avaient pu faire, ces espèces d'adolescents attardés avaient pu faire pendant 30 ans. C'est fait, ça. Alors maintenant, savoir ce qu'ils vont faire dans les 5 prochaines années, je m'en fous un peu. Ça m'amuserait plus. Ça, c'est la raison pour laquelle... mais avec mes camarades, je retravaillerai volontiers. Mais je ne retravaillerai pas dans un système qui me dépasse. À la sortie des Bronzés 2, vous aviez quelques doutes sur le film avec Thierry Lhermitte. Est-ce que ça a été également le cas sur Non, j'avais pas de doute. Je suis sorti en disant c'est une merde. Ah oui, d'accord. Non, j'avais aucun doute. Je suis sorti en disant à l'ermite, la musique est à chier, c'est une merde. Donc je n'avais aucun doute. Sur le 3, aucun doute. Ah non, je ne suis pas sorti du 3 en me disant j'aime pas le film, ou etc. Non, non. Là, j'avais les doutes qu'on a toujours quand on fait une comédie. Parce qu'une comédie, c'est un truc, il y a un moment, ça a beau vous amuser, vous ne savez pas du tout si les gens vont avoir le moindre sourire dans les salles. Donc j'avais ce doute-là. Ça, je l'ai à chaque fois. Je dérange peut-être. Jamais, commissaire. Dieu est libre, je t'apprends rien. Parce que j'en ai à foutre de ce rital. Ils pensent peut-être pas pareil. Les mains en l'air! Alors, vieux frère, on se fait avoir par des blancs-becs. Qui viendra d'après vous? Alban et Gu. On approche. S'ils viennent, je ne mangerai pas de dinde à Noël. C'est là, 50 mètres. On s'y fait pas. Pourquoi Gu a-t-il reculé? L'instinct? Ou la trouille? Vous estimez que depuis 3 ans, l'on vous propose des rôles de bien meilleure qualité. D'abord, à quoi ça tient, d'après vous? Et ensuite, est-ce que c'est le sentiment de démarrer une nouvelle carrière aujourd'hui? Ah oui. Enfin, en tout cas, démarrer une nouvelle carrière. En tout cas, faire évoluer... J'ai l'impression que ma carrière évolue dans un sens qui m'intéresse de plus en plus. Voilà. Les rôles sont plus diversifiés. Et
je veux pas dire, parce que j'ai eu des rôles formidables, hein, Monsieur Hirt, une soirée, c'était Hirt de Patrice Lecomte. C'était bon, j'ai eu mais sauf qu'il y en avait un tous les 2 ans, tous les 3 ans. Là, depuis 3 ans, il y a eu des rôles de grande qualité et puis des choses qu'on ne me proposait pas avant et que peut-être, d'ailleurs c'est tant mieux parce que je les aurais peut-être faites plus mal. Ouais. Donc, par exemple, le film de Mergo, un film sur la tendresse, sur un personnage. Vous avez une consoeur de LCI qui, avec la grande élégance de certains lecteurs de prompteurs, m'a interviewé. Et quand je suis arrivé sur le plateau, la première chose qu'elle m'a dite, c'est merde, dites donc, ça doit vous changer. Vous avez toujours joué des rôles de con ou de salaud. Voilà, c'est très difficile de démarrer une interview comme ça. Bref, donc si elle voit ça comme ça, bon. Moi pas, mais je reconnais que les rôles, le rôle que m'a écrit Isabelle me permettait d'essayer de montrer quelque chose de plus humain, de plus chaleureux, de plus... voilà, encore une fois, sur l'humanité, sur la générosité, ça on ne me le proposait pas avant, mais c'est aussi parce que je ne dégageais pas ça. Quand vous dégagez ce que dégage Jean-Claude Duss ou Denis de Viens chez moi, etc. Vous dégagez la nervosité, la tension, l'instabilité, le déséquilibre. Bah, avec ça, évidemment, on ne peut pas faire un personnage... Alors là, effectivement, vous enchaînez les rôles. On vous a vu dans Les Témoins de Téchiné, également dans Le Deuxième souffle d'Alain Corneau. Que vous inspire le succès mitigé de ces films qui sont des films exigeants et qui peinent à trouver leur public? Est-ce que ça vous blesse? Ah non, ça ne me blesse pas. Moi, je regrette que... Parce que je sais que vous êtes très attaché à ces films-là. Oui, j'y suis très attaché parce que j'adore les deux réalisateurs, j'adore les deux scénaristes et que j'ai adoré faire les 2 rôles qui sont des rôles qui me faisaient peur. Je savais pas si j'y arriverais, pour des raisons totalement différentes. Mais que voulez-vous, on fait des films parce que justement, on se dit ça artistiquement, c'est magnifique, je veux le faire. Moi, je m'en fous si ça marche pas. C'est un peu égoïste parce que je suis pas le producteur, parce que c'est pas moi qui vais perdre de l'argent, c'est pas. Mais je les referai demain en sachant qu'ils ne marchent pas. Le film de Téchiné, il a quand même pas si mal fonctionné. Vous serez au générique du prochain Téchiné? Normalement oui, sauf s'il me vire d'ici là. Mais, il n'a pas si mal fonctionné, étant donné le sujet. Vous vous rendez compte, pour faire sortir des gens de chez eux, en leur disant on va vous montrer un film sur le sida, sur l'apparition du sida dans les années 85, c'est très très difficile, c'est mettre la barre très haut. On ne peut pas être totalement étonné qu'il n'ait pas fait 3 millions d'entrées. Bon, voilà, mais ça ne retire pas une once à la qualité de ce film. Tout le monde vit dans le mensonge, t'es bien placé pour le savoir. Ça commence bien. Tu me traites de menteur. Tu mens à tout le monde. Je sais même pas si tu t'en rends compte, d'ailleurs, t'es trop lâche pour ça. Tu me traites de lâche maintenant. Si t'avais un peu de courage, tu dirais la vérité à Sarah. Te mêle pas de ça, Adrien. Ou alors, si ça peut te soulager, annonce-lui toi-même. Vas-y, dénonce-moi. Tu me reproches quoi exactement? D'avoir couché avec Manu? Ce que t'as fait, ça n'a pas de nom. Si, ça a un nom. J'ai réussi là où t'as échoué, c'est tout, c'est la vie. Non, c'est pas la vie, c'est ta vie à toi, Mehdi. Une petite vie merdique avec un plan de réussite. Mais ça te conduit où, tout ça? À niquer tout le monde? Tu respectes rien. T'as épousé Sarah parce qu'elle vient d'un milieu friqué. Tu couches avec des mecs, mais tu craches sur les PD. Elle te sert qu'à ça, ta vie. À trahir ta femme, tes amis. Moi, je fais respecter la loi, mais je donne des leçons à personne. Toi, t'as pas à me juger. T'avais pas le droit de me prendre Manu. Mais je t'ai rien pris du tout, Adrien. T'es malade. Manu, il est pas à toi. T'es pas propriétaire. T'es un prédateur, Mehdi. Un petit revanchard qui veut tout bouffer. Un traître. Un prédateur. Comme tous les gens de ma race, c'est ça? Non, arrête, hein. Moi, je suis pas né avec un bouquet de fleurs dans le cul. Je me démerde comme je peux. Le couplet social, épargne-moi ça, s'il te plaît. Dans Mauvais Passe, vous faites dire à Daniel Auteuil, à partir de 40 ans, c'est la dernière question, à partir de 40 ans, tout devient urgent. La preuve. La preuve. Vous êtes vous-même dans cette urgence. Oui, parce qu'on sait très bien. Aujourd'hui- Non, mais on sait très bien qu'on n'aura pas 50 vies par la suite, que même si on vit longtemps, on ne fera pas 150 films en tant que metteur en scène. Donc chaque choix devient plus crucial, plus voilà.
Michel Blanc, merci. Je vous en On n'a prie, pas, mais je on crois a- qu'on- on n'a pas eu le temps de parler de vos réalisations. Pour l'instant, vous enchaînez les rôles. Pour l'instant, je vais essayer de finir celui-là. Merci. Merci.